Good afternoon, everyone, and welcome. It's an honor to be your moderator for this afternoon. So this morning has already offered a rich and inspiring start of the day. We heard thought-provoking reflections on the role of philanthropy in today's world. And in parallel sessions, we explored themes such as influence, corporate purpose, collaboration, and local impact. Together, these conversations showed how dynamic philanthropy has become. It is therefore a real pleasure to open this afternoon on the topic that brings many of these themes together, but in a particular personal and powerful way: family philanthropy. Before we move to the panel, let's take a moment to connect with each other. It's a challenge because there are hundreds of people here in the room. So I would like to start with just one first question. Could you please raise your hands if you are engaged in individual philanthropy? It means that you personally give to one or more charities every year. That's really impressive. I would say about 98% of the people in the room are active in philanthropy. Thank you. And thank you for all the charities that you're supporting. Second question. How many of you engage in philanthropy as a family, which means with your partner, husband, wife, children, cousins, together as a shared place of decision? And do you sit together around the same table to discuss these topics? Please raise your hands. Okay, around 15%, maybe 20% in the room. It's often striking to do this exercise because you see the gap between these two decisions for the same action of giving. In Belgium, around 60% of the people give every year to charity. So we have a good representation in the room because as we are 98% of philanthropists in the room, I think there's either some peer pressure or you're really impressive philanthropist. But family philanthropy tends to be less common. Obviously, we see that there are fewer people that are active as a family in philanthropy. And why is that, actually? How do we balance individual giving with collective impact within families? Do we need to choose between the two? Do we actually naturally give as individuals? What changes when generosity becomes something collective? And if we deep even a little bit more, to what extent does individual giving also respond to something personal? It resonates maybe to our ego. What changes when it starts to be collective and that we work together? In this panel, we'll talk about family, which means our DNA, our values, our roots, our tensions, and our deepest joys. Everyone here as a family. So fasten your seatbelt and stay focused. Family philanthropy is growing and evolving rapidly. Around 40% of family offices globally say that they address impact primarily through philanthropy. In Belgium, the number of foundations has more than doubled over the past decades, exceeding now more than 2,000 foundations. This reflects also a broader shift. Family philanthropy is no longer reserved to a small circle. It has become a key way for families to translate their values, your values, into meaningful long-term impact. At Telos Impact, we see this evolution very clearly. More and more families are approaching philanthropy not just giving, but as a long-term commitment, require intention, structure, and reflection. But growth is only one part of the story. The practice itself of doing philanthropy as a family is changing. With nearly half of the family members that are active in philanthropy being next generations, new voices are rising. It's been now 20 years that I'm active in philanthropy, and we always speak about the next gens, and we'll talk about next gens today. So with that comes new questions that we will talk about today. How do we ensure this long-term impact? How do we stay aligned across generations? And when a family business is involved, how do we navigate in the intersection between the business, the family dynamics,
and the philanthropic ambition, because every family is different. Today's panel brings perspectives across this spectrum. Advisors, researchers, and family members directly engage in their long-term philanthropic decision-making. We'll do our best to go beyond general statements. We had the briefing. We want to raise the bar to go in deep conversations with you, even if the setting is not that informal and lots of people and family usually is pretty discreet, but we'll do our best. Many of the questions we explore, governance, alignment, succession, collaboration, are closely connected to the challenges families also face in their business. That's also one of the reasons philanthropy is usually a very good school for business as a broader view. So with that in mind, let me now introduce the panelists. Raphaëlle Matar holds a PhD in economics and management, and she researches family entrepreneurship and governance at Maastricht University. She focuses on shareholder dynamics, role clarity, and intergenerational governance. We also have the pleasure to have Kevin Dini. He's the co-founder of the Dini Foundation, supporting vulnerable children and families in Brussels. You're focusing on housing, education, and food. The foundation also acts as a shareholder of the family business, linking impact and ownership. That would be also very interesting. Laure Vienne-Autranche. You started your career in engineering at Nokia before moving into the non-profit sector, including leadership at the American Friends of the Paris Opera and Ballet. You now advise donors at the King Baudouin Foundations in Paris. Etienne, everybody knows Etienne. Etienne Eschenberger is managing partner and co-founder of Wise Philanthropy Advisors, the reference in Switzerland about philanthropy advisory service. You also serve as president of the Swiss Philanthropy Foundation that you established, and you are also active in several governance bodies in the philanthropy ecosystem. Thank you, all of you, for being here. Linde van der Kruis is a textile designer and upholster who recently joined the family office philanthropy activities, Coibra, after additional training in finance and social entrepreneurship. You now help manage locally rooted initiatives with hands-on approach. Thank you also for sharing your experience as a next-gen in the family, but also newcomer in the philanthropy sector. Dear panelists, as the topic of family and philanthropy is both deep and rich, I suggest we divide to conquer. So we'll structure this one-hour conversation in 4 parts. First, we'll talk about the evolution of family philanthropy. Then we'll talk about the links with the business. Then we'll talk about governance, because when you talk about family, we talk about governance. And finally, we'll talk about the future. So if we stay on track, we should have 15 minutes then to engage with the audience for Q&A. We have also the privilege to have interpreters, and that will be useful for me. So everyone will be able to speak its own language. So let's go and start with Etienne. Etienne, tu accompagnes des familles depuis maintenant 2 décennies. De ton point de vue, quels sont les changements les plus marquants que tu as observés dans la manière avec laquelle les familles abordent aujourd'hui la philanthropie? Et il y a peut-être un moment ou un exemple particulier que tu voudrais partager en lien avec cette évolution. Merci Marc. Les Suisses ont toujours l'impression qu'on peut parler dans toutes les langues, mais quand on vient chez vous, on se rend compte que, quand bien même les Suisses croient être l'exception, la barre est haute avec vous. Donc je me réjouis beaucoup d'être là. Merci en tout cas pour cette opportunité. Et je suis, pour faire ce métier depuis 20 ans, très impressionné du nombre de participants dans la salle et de l'attention que ce thème est pour les uns et les autres. Pour répondre à ta question, au fond, je trouve que la philanthropie familiale est fascinante parce que c'est à la fois une extraordinaire opportunité et à la fois ça peut être un très grand malentendu. Parce qu'il y a toujours cette mission duale, à la fois d'avoir un impact, de bien faire le bien, de faire la différence. Et en même temps, elle est souvent liée à cette histoire familiale pour préserver des valeurs, pour construire un dialogue intergénérationnel, pour nouer des relations. Et si je dis que c'est à la fois une opportunité et un malentendu, c'est que, comme beaucoup de choses, si vous n'avez pas d'activité autour d'un de ces 2 objectifs, eh bien, au fond, vous vous focussez sur l'un aux dépens de l'autre. Et je crois que très souvent,
Mon expérience dans les fondations familiales, c'est qu'à l'aune de le faire pour des familles, on dédie beaucoup d'attention pour faire la différence autour de projets qui parfois peuvent être incarnés par une personne, mais au fond, on ne se donne pas toujours l'attention nécessaire pour trouver la manière de communiquer, d'impliquer la famille. Et au fond, peut-être d'institutionnaliser cette idée au départ qui est incarnée par une personne, mais pour qu'elle devienne le projet de toute une famille, il faut créer des espaces, il faut créer des structures pour que cette culture soit pleinement vécue. Donc pour aller à l'essentiel avec un exemple, il m'en vient un qui est en lien aussi avec une discussion, un panel passionnant ce matin autour de la Fondation Actionnaire, une famille avec laquelle nous travaillons depuis une quinzaine d'années à Lausanne, en Suisse, et qui au fond, évidemment, a fait toutes ces étapes dont on parlera aujourd'hui, d'impliquer d'abord les membres de la famille, les comités de direction, de s'assurer qu'au fond, les différentes parties prenantes dans la famille et dans l'entreprise étaient intéressées dans ce cas. Et en même temps, au moment de réfléchir à la succession, ils ont eu ce que je trouve cette démarche à la fois intéressante et courageuse, de dire qu'au fond, pour que des idées perdurent, pour que des valeurs vivent, au fond, il faut stimuler des comportements. Il faut entraîner en fait des décisions qui font que ces valeurs sont ce qu'elles sont. Et dans le cadre de cette réflexion, ils ont créé, dans le cadre de la succession, une fondation actionnaire qui va prendre une partie de la propriété de la société pour s'assurer qu'au fond, à la fois l'actionnariat qui restera majoritairement familial sera aussi incarné dans une fondation pour qu'au fond, la structure puisse faire perdurer cette idée qui est celle de la génération 2 pour la génération 3 et les suivantes. Et je crois que c'est particulièrement intéressant de voir qu'au fond, par rapport à une idée qu'on aurait pu avoir il y a quelques années, de penser que la philanthropie occupe le conjoint à partir d'un certain moment, quand il a du temps et que c'est une vocation plus inclusive, qu'en fait, la fondation, les structures, les métiers qui sont autour, les savoir-faire qui sont développés peuvent vraiment devenir complètement stratégiques à la gouvernance intergénérationnelle et au fonctionnement de la fondation, et comme ça ancrer des idées qui peuvent être celles de l'un pour devenir celles de plusieurs. Je trouve que cet exercice est intéressant parce qu'il démontre qu'au fond, pour qu'on passe d'une idée d'une personne à un projet collectif, il faut y mettre les moyens, les efforts et la réflexion pour l'ancrer. Thank you, Etienne. Any reactions from the panel on this experience about shareholder foundation? On se m'entend. Je vais un peu compléter parce qu'en effet, l'importance de l'actionnariat de la fondation dans le groupe, c'est aussi également un plus au niveau de nos collaborateurs. Et là, on le sent puisque originairement, on est une fondation familiale et ce n'est que depuis 2021 que la fondation est actionnaire du groupe. Mais on a senti un vrai shift également au niveau des équipes, de se rendre compte que le business, oui, c'est faire de l'argent, c'est faire de la richesse, mais qu'à un moment, cette richesse, elle va être redistribuée dans des actions sociales. Ça ne va pas simplement dans les poches d'un actionnariat familial, mais également dans une fondation. Et donc, il y a un lien direct où le collaborateur peut se dire peut-être je ne m'investis pas assez dans le social, mais je me dis que, at the end of the day, mon travail a pu soutenir un projet via la fondation. Et donc, ce lien, vraiment aussi, même on parle de next gen ici, mais la next gen, en tant que collaborateur, ça a beaucoup de poids, une importance de savoir, tiens, quel est votre impact. Et je trouve que ça aussi, ça va m'apporter beaucoup. Merci Kevin. Laure, j'arrive déjà à une question pour vous, parce qu'on est déjà en train de faire le lien avec le business, mais je me souviens que dans notre entretien de préparation, vous disiez, mais en fait, la philanthropie familiale, elle va bien plus loin que le business. Il y a plein de familles qui n'ont peut-être pas de business, qui veulent peut-être aussi faire de la philanthropie. Voilà, comment est-ce que pour vous, les familles entament ce trajet et est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience depuis la Fondation Rabaudouin? Oui, alors la Fondation Rabaudouin accompagne des familles qui ont une philanthropie très diverse, que ce soit en termes d'objets, de structures, de gouvernance ou de moyens. Donc on s'est un peu posé la question sur une de tes suggestions de qu'est-ce qu'on peut qualifier de philanthropie de famille. À partir de quand est-ce qu'on pense vraiment philanthropie de famille? Et en y réfléchissant, je me dis c'est quand on a une philanthropie qui est énoncée et structurée. Par énoncé, j'entends au sein de la famille, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des couloirs de nage avec l'un qui donne à une association, l'autre qui est bénévole quelque part, mais que finalement, on commence à avoir un sujet de discussion commun et donc on ébauche du partage de réflexion. Et structuré, c'est-à-dire qu'on met en commun des outils, des moyens, et donc la réflexion dont on parle. Donc, pour moi, c'est à partir de là qu'on parle vraiment de philanthropie de famille. Après, pour répondre à une question plus prosaïque, à la Fondation Rabaudouin, on peut créer des fonds philanthropiques à partir de 25 000 € par an. Et à titre personnel, moi, j'accompagne 6
6 familles dans leur travail vraiment au quotidien qui sont dans cette dynamique qui n'est pas de la très grande philanthropie, mais pour lesquelles la philanthropie est essentielle et elle est réfléchie, elle est structurée, parfois même plus que certaines très grandes familles d'ailleurs. Enfin, ça fait vraiment partie de la dynamique familiale. Et après, il y a quand même des questions à l'aube de cette philanthropie de famille. On reviendra après des détails, mais il y a quand même quelque chose au départ, c'est que la philanthropie, c'est se défaire inexorablement de moyens, et donc des moyens qui n'iront pas à la famille, qui n'iront pas à la génération suivante. Et donc on imagine bien qu'il y a quand même des questions non seulement de sensibilité, mais qui sont formelles. Enfin, ça peut nécessiter de passer par un certain nombre d'actes notariés, ce genre de choses. Alors nous, quand les philanthropes arrivent à nous, ce sont des discussions qu'ils ont eues en amont. Mais moi, j'accompagne 2 familles où finalement, la philanthropie a été le révélateur de la profondeur de la richesse de la famille. C'est-à-dire que les enfants ont découvert 2 choses en une, quoi. Et puis après, il y a toute la question, démarrer avec quel outil, les impacts fiscaux, quels moyens, etc. Mais ça, finalement, ça se met en place à partir du moment où l'élan ou le moteur est donné. Donc, c'est évidemment important, évidemment clé, mais finalement, ça se résout. Peut-être un autre point qui est important, particulièrement dans les dynamiques familiales, c'est, je parlais tout à l'heure des philanthropies énoncées, c'est énoncé à l'extérieur du cercle familial. C'est-à-dire comment est-ce que cette philanthropie, on va vouloir ou non qu'elle soit perçue, qu'elle soit communiquée, avec une réflexion sur l'impact de chacun des membres de la famille potentielle, puisque en fonction de la place dans la vie de chacun, c'est quelque chose qui est effectivement aussi à prendre en compte si on veut embarquer cet élan au niveau de tous les membres de la famille. Voilà les premières idées, puis tu nous as dit de faire court. Merci, Laure. Thank you. Yeah. There are so many things to share today, so let's move now to the business part of the philanthropy, if I may say. So obviously, you can start philanthropy with smaller grants, smaller budgets every year, but it's easier to do philanthropy when there is wealth, obviously. So and that's where family business start to play a role in the game. If you look at Belgium, family business represents 77% of all the companies and also represents 30% of the GDP of the country. So many families and family business reflect on their philanthropic role above the business. For some families, philanthropy is also linked to the history and the values of the family businesses. It's also sometimes very strategic to also keep the shareholders together. And it's also a space where family members can explore new ideas, new commitments. It's a way also to align different generations or different family groups within the company. It reveals also sometimes questions about identity, about long-term commitment. So my next question is to Kevin. En 2015, votre famille a décidé donc de créer une fondation, en dehors au début des réflexions du business. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'un jour, en tant que famille, vous avez décidé de lancer cette fondation? Et puis après, on parlera aussi du lien après que vous avez pu établir avec le business aussi. Alors, le lien de pourquoi on a créé une fondation, c'est arrivé à un moment où dans la vie de la famille, il y avait un besoin. Un besoin porté d'abord peut-être par la génération de nos parents. Donc, dans la famille, on est mes parents, mon frère, moi, et d'un côté, et de l'autre côté, mon oncle, ma tante et leurs 2 enfants. Et dans cette dynamique, il y avait, où le business allait très bien, de se dire, tiens, on a envie de redonner à la société. On ne parlait même pas de philanthropie. Encore à ce moment-là, c'était un concept encore trop théorique. Il y avait l'idée où mes parents sont originaires d'Italie, une Italie un peu rurale, voilà, ils ont vécu dans la pauvreté, mais ce n'était pas non plus l'opulence. Et donc, de se dire, ils ont vécu certaines choses qui ont fait que ces valeurs-là nous ont été transmises, et qu'à un moment où le business allait bien, de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut redonner ça? Et ça a pris la forme d'une fondation. Donc c'est pour ça qu'au départ, on était une fondation familiale dans laquelle on a investi dans le logement. Donc un patrimoine familial immobilier a été transmis dans la fondation. Et puis alors après, vous avez fait le lien avec le business. Exactement. Et en fait, on parle maintenant de fondation actionnaire. C'est un terme que j'ai appris personnellement il y a 6 mois. Au début, je pensais qu'il n'y avait que des fondations d'entreprise, mais j'ai appris que ça existait également. C'était encore une fois venu d'un besoin de faire pérenniser la fondation. Donc on s'était dit, la fondation n'a pas envie que laisser aux générations futures l'obligation à la fondation de dire il faut retoquer à l'apport de la famille pour de l'argent. Donc on a voulu la pérenniser en lui donnant des parts dans l'actionnariat familial. Voilà. Merci Kevin.
if I now bring the question to the rest of the panel, do you see philanthropy more as an extension of the business or a different space where people can also deploy themselves? Raphaël, I see you are already smiling, so that this one is for you. Oui, je pense qu'en fait, ça dépend des momentum. Je pense qu'il n'y a pas de petite philanthropie. Il ne faut pas non plus négliger les entreprises familiales qui n'ont pas toujours les moyens de créer une fondation, qui n'ont pas toujours l'envie. Enfin, je pense que j'ai vu que certains d'entre vous étaient concernés. Il y a aussi cette idée de contrôle qui est une vraie difficulté pour les entreprises familiales à lâcher. Et donc, partir du principe qu'on va faire une fondation actionnariale et lâcher tout le contrôle, c'est clairement compliqué. On n'est pas tous prêts à passer le pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger la possibilité d'avoir une activité philanthropique au sein de l'entreprise familiale pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est, comme vous l'avez dit, beaucoup plus facile d'entamer la philanthropie quand on a des dividendes et quand on a en fait un pot commun qui tombe chaque année. Pour certains qui sont plus opérationnels, conscients, et pour certains qui sont parfois moins opérationnels, un peu comme un jackpot, en disant tiens, comment est-ce que je le répartis aujourd'hui? C'est plus intéressant quand même de pouvoir utiliser ça comme premier levier. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, s'il y a une envie, un projet bien structuré avec une vraie force de cohésion, alors il est possible d'aller plus loin. Mais je pense qu'il ne faut pas les opposer. Je pense qu'il faut les voir plutôt comme momentum. Étienne. Oui, je crois que le lien est évident parce que c'est un lien de personnes. En réalité, si des entreprises sont florissantes, c'est parce qu'il y a des gens qui ont la culture entrepreneuriale. Au fond, une entreprise continue, pas parce que c'est une institution, mais parce qu'en fait, on a l'esprit d'entreprise. Et Kevin, vous avez probablement, dans ce que vous faites, le même esprit que vos parents, c'est-à-dire vous voulez des résultats. Et au fond, de la qualité, tenir compte des parties prenantes. J'aimerais juste, sur ce point, évoquer rapidement deux choses, pour pas qu'il y ait de malentendus. De nouveau, la fondation actionnaire, en Suisse, on a 13 000 fondations, on a 120 fondations actionnaires, donc évidemment, ce n'est pas le sujet principal. Et il ne faut pas se tromper, la plupart du travail est celui que vous faites aussi à la Fondation Roi-Baudouin, d'aider des institutions à se créer. Je crois qu'en ce sens, il y a pour l'entreprise familiale 2 points qu'il faut souligner. Le premier, c'est que dans l'entreprise familiale, qui est vecteur aussi d'une certaine richesse et donc d'argent, l'argent divise et les valeurs rassemblent. Et donc le projet philanthropique est aussi une manière d'incarner des valeurs qui sont importantes pour la famille. Et au fond, c'est une plateforme qui rassemble, qui parfois, il ne faut pas se tromper non plus, amène des malentendus, des tensions difficiles. Mais parce que la philanthropie est ouverte sur l'autre et que la contrepartie est souvent symbolique, parce que ce n'est pas un chalet qu'on hérite, ce n'est pas un poste dans un conseil d'administration, mais c'est l'ouverture à l'autre. Au fond, elle nous aide. Et moi, j'ai vécu des situations très conflictuelles dans lesquelles la philanthropie permet ces conversations. Et je trouve que ça permet au fond de marquer les terrains. Et au sens positif du terme, ça permet de se révéler soi-même, parce que l'argent, qu'il soit dans une entreprise ou disponible dans la famille, doit permettre de réaliser des projets collectifs et individuels. Donc ça, je pense, dans le cadre d'une entreprise familiale, c'est important. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que les entreprises familiales sont aussi des familles en entreprise. Et parfois, on vend des entreprises avant de recommencer. Moi, j'ai l'exemple d'une famille à Bordeaux où on travaille avec eux. Ils ont vendu une franchise. Et vous savez, dans la salle, si vous avez 100 millions d'euros dans une entreprise ou 100 millions d'euros sur un compte, ça n'est pas du tout la même chose. Il n'y a que le commun des mortels qui pense qu'on est les 2 fois de la même richesse. Et donc, comment est-ce qu'on incarne ensuite dans ces moments, autour de ce motto, l'argent divise et les valeurs rassemblent, comment est-ce qu'on constitue un projet? Et moi, j'ai accompagné des familles, comme vous devez aussi, où vous l'incarnez les deux, et comme on l'a expérimenté, où la philanthropie devient un moment où, petite ou grande, anecdotique ou déterminante, permet au fond d'avoir des conversations, d'avoir un espace de conversation où le contrôle est secondaire, mais la capacité de s'engager vers l'autre incarne l'argent très différemment. Et ça a une valeur énorme dans une famille. Donc je crois qu'aussi, il n'est pas une question de taille de donation, mais bien de moment de vie d'une entreprise en famille ou d'une famille entrepreneuriale. Merci pour cette mise en perspective. Linde, mijn volgende vraag is voor u. Filantropie is nog een relatief nieuw domein binnen jullie family office, Coibra. Zou je zeggen dat de filantropische activiteiten bij Coibra zijn eerder andere activiteiten van de family office? Of is het een nieuwe laag voor u? Ik denk dat het sowieso naar de inhoud van de core business toe staan we er zeer ver van. De core business is gefocust op de bouwsector en onze filantropie focust zich op jongeren en cultuur en ondernemerschap. Maar ik denk wel, en ik denk dat ik dan spreek voor veel filantropische projecten, dat uit het een eigenlijk automatisch het andere voortkomt. Je zit sowieso vanuit een bedrijf, en zeker vanuit een familiebedrijf, met dat ondernemerschap dat speelt in de familie. Daarom ook dat bedrijf is ontstaan. En ik denk dat eigenlijk automatisch een beetje doorvloeit naar die filantropie. Je zit met die honger van dat ondernemen en je wilt dat focussen op iets anders. En het mooie dan is dat dat dan niet meer is naar
de profit die eruit voorkomt, maar eerder de impact die je ermee gaat creëren. Wat wil je ermee bereiken? En dat is een volledige andere ingesteldheid, maar het draait wel om hetzelfde ondernemerschap. En dat maakt het spannend en dat maakt het voor veel families ook leuk om daarin te gaan investeren en daarmee bezig te zijn. Ja. Dank u, Linde. Et ça me fait passer à Raphaël, sur base de votre expérience. Oh, sorry for the switching in all the languages. C'est le plaisir d'être en Belgique. Votre expérience pratique, mais aussi académique, je trouve intéressant. Mais pour vous, quels sont justement les principaux avantages et inconvénients de faire la philanthropie dans un contexte d'entreprise familiale? Mais je suis contente de pouvoir parler des avantages, mais aussi surtout des inconvénients ou des dangers. On a dit qu'on allait deep, donc voilà, exactement. Je vais aller rapidement sur les avantages parce que je pense que vous êtes un public assez averti et plutôt convaincu. Donc ça permet de fédérer autour de valeurs. On a parlé de l'idée de valeurs, de les faire vivre. J'aimais bien aussi l'idée de dire que ça permet aujourd'hui pour les entreprises de façon assez stratégique de répondre un petit peu à la guerre des talents. On ne va pas se mentir, ça reste quelque chose d'important. Non, mais je pense qu'il faut voir la philanthropie de façon beaucoup plus large que ce qu'elle n'est peut-être présentée parfois. C'est pas juste du care, c'est aussi stratégique. Et si c'est pas stratégique, malheureusement, ça n'a pas autant d'impact pour l'entreprise et pour la famille. Donc je pense que ça permet aussi aux nouvelles générations, aux next-gen, d'avoir un premier pas, de faire une petite entrée parfois un peu timide dans des discussions familiales. Donc tout ça sont des avantages assez importants, tant pour la famille que pour le business. Par contre, je pense qu'il y a vraiment... si j'ai envie que vous preniez quelque chose aujourd'hui, c'est simplement de comprendre que la philanthropie, quand on l'aborde dans un contexte d'entreprise familiale, c'est des relations de pouvoir qui s'affrontent. C'est en fait un espace qui doit absolument être dédié à ça, parce que s'il est confus dans un autre espace qui n'est pas dédié à la philanthropie, alors on a vraiment la confusion des rôles. Qu'est-ce qu'on va chercher dans la philanthropie? Est-ce qu'on essaye d'en faire quelque chose d'un petit peu habillé pour l'entreprise, ou alors certaines personnes du marketing ou des actionnaires plus actifs vont avoir un rôle très orienté business? Là où des actionnaires passifs ou peut-être moins impliqués vont se sentir pas respectés ou pas compris dans la façon dont on a la discussion, ou même pas simplement légitimes ou compétents pour prendre part à cette discussion, ce qui du coup est de facto un problème à court, à moyen ou à long terme. En fait, la philanthropie, c'est de la gouvernance familiale. Évidemment, je prêche pour ma paroisse parce que je suis convaincue de ça. Moi, je travaille en gouvernance familiale principalement, mais c'est nécessaire d'avoir un espace où les actionnaires peuvent se positionner. Alors, les actionnaires, parce que moi, je fais de la philanthropie principalement avec les actionnaires, ça peut être dans le management, mais à partir du moment où on veut porter un projet actionnarial à long terme, vous devez faire de la place et vous devez l'organiser. Si vous ne l'organisez pas, il n'y a pas de stratégie. Ça veut dire que du coup, il n'y a pas d'impact à long terme. Alors, le problème des entreprises familiales, c'est qu'elles sont très souvent courtisées, on peut le dire comme ça, par plusieurs différentes causes, amis, fondations. Et donc, à un moment, c'est difficile de trouver un red thread, un fil rouge, mais c'est vraiment important de pouvoir se mettre autour de la table et de décider de se donner une structure, en fait. De qui décide ? Comment on décide? Quelle est la place des next-gen? Quelle est la place des générations? Est-ce que nécessairement c'est la génération du dessus qui décide? Comment la génération du dessous peut avoir une place? Est-ce que c'est une représentation par branche? Est-ce que tout le monde a le droit de parler? Quelle est la place des conjoints dans la philanthropie? Et toutes ces questions-là sont très importantes et je me permets de prendre un exemple parce que c'était très important. Et après, j'ai presque fini, promis. Non, super. Et on va encore creuser de façon plus encore la gouvernance après. Donc, je pense que c'est très intéressant parce que moi, j'aborde plutôt la philanthropie de façon connexe. Moi, je m'occupe très peu de la philanthropie de façon aussi importante que vous. Je l'aborde beaucoup dans la structuration des chartes familiales, de la gouvernance familiale. Et c'est souvent le point le plus conflictuel. Et quand je le dis aux familles, je les préviens à l'avance en leur disant, écoutez, on va prévoir quelques séances pour la philanthropie. Ils sont là, oh, écoutez, franchement, c'est facile. Et c'est jamais facile. Et surtout, donc, si vous devez repartir avec quelque chose, que vous êtes en train de travailler là-dessus, ne le négligez pas. Parce que c'est aussi souvent un espace pour les actionnaires qui se sentent moins légitimes de pouvoir exprimer leur attachement à l'entreprise. Et finalement, pour les opérationnels ou les plus actifs d'entre vous, c'est une force énorme que de pouvoir en fait rassembler les plus passifs ou les moins ou les plus supporters, mais peut-être les moins compétents ou les moins légitimes derrière vous. Donc ne partez pas par le côté short en disant on va un peu gagner du temps parce que vous n'allez
allez faire qu'en perdre et surtout après, vous serez peut-être amené à racheter les parts et c'est beaucoup plus compliqué que de les garder avec vous. Donc voilà, je pense que stratégiquement, c'est important aussi. Merci, Raphaël. Let me introduce the third chapter. So, governance, but when I say governance, I also talk about family dynamics, of course. So, when several family members become involved in the philanthropy, just as Raphaël said, governance inevitably becomes an important topic. But governance is not only about structures or formal rules, it's also about how families navigate differences in vision, expectations, and sometimes even generational perspectives. So in reality, this conversation can be both rich and challenging. I think we got a really good introduction with Raphaël. So Raphaël, est-ce qu'il y a une situation récurrente que vous voyez dans les dynamiques familiales où la gouvernance devient éventuellement justement un test pour la collaboration familiale? Oui, j'en vois deux. Le premier moment où ça devient vraiment un test, c'est la première particularité, c'est quand la philanthropie passe de quelque chose de très tacite ou de très informel à une décision collective formalisée. Et on l'a déjà dit plusieurs fois ici, souvent ça part peut-être d'un leader, d'un philanthrope, d'un leader charismatique qui donne cette transmission du don à des enfants, à des cousins, à des cousines, peu importe. Et en fait, ça se fait de façon un peu informelle. Et le premier moment où la gouvernance est vraiment mise à rude épreuve, c'est en fait le moment où c'est formalisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le premier moment où la gouvernance, plutôt qu'écrite, devient active. Et donc, c'est son premier crash test. Et c'est là aussi où c'est important de dire que cette gouvernance, vous devez, 1, la définir vous-même, et 2, continuer à l'incarner. Si vous l'avez fait écrire par quelqu'un d'autre et que vous avez signé, vous ne savez pas ce que vous avez signé, le crash test, c'est quand même relativement voilà, brillé, mais quelque part, ça donnerait une bonne information. Je pense que le deuxième moment aussi, c'est où on fait entrer une nouvelle génération. Ça aussi, c'est un crash test, peu importe le nombre de générations, que ce soit la deuxième, la troisième, la quatrième. Et au-delà de l'entrée de la génération, c'est aussi le changement de modèle d'entreprise. Parce que souvent, quand on a une nouvelle génération qui rentre, on a parfois des changements de modèle d'entreprise. Et ça aussi, on parle d'entreprise familiale aujourd'hui. Je ne pense pas que vous ayez tous la même entreprise familiale. Certains d'entre vous sont fondateurs, d'autres sont ici en gestion avec leurs frères et sœurs de façon encore un peu informelle. Peut-être vous êtes en phase de formalisation, on entendait que vous êtes avec... Donc c'est vos parents, votre père, oui c'est ça. Demain, vous travaillerez potentiellement avec vos frères et sœurs, vous avec vos cousins, cousines. Bon, c'est déjà pas du tout la même chose et les relations ne seront pas les mêmes. Et donc, quand une nouvelle génération entre dans l'entreprise familiale, il faut aussi repenser sa gouvernance et pouvoir lui permettre de s'adapter. C'est jamais écrit dans le marbre, et si c'est écrit dans le marbre, c'est amené à être problématique. Merci Raphaël. I open now the floor to the panel about experiences that you have lived in terms of governance and the realities you're facing. Si je peux rajouter quelque chose, dans notre vécu, la fondation a été créée en 2015, mais on était bien d'accord que au niveau gouvernance, c'était, on va parler hiérarchique, c'était les seniors et les juniors à ce moment-là qui suivaient l'impulsion. Parce que tu parlais de quelqu'un de charismatique. Dans ce cas-ci, c'était mon père qui avait cette force de rassembler la famille, que ce soit au niveau entrepreneurial, sociétal. Et donc on le suivait vis-à-vis de ça. Et donc ce chemin-là a continué jusqu'en 2021, où là, la plus grande chose qui nous est arrivée était d'être accompagnés dans la transmission, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a eu le passage du groupe familial à la génération A à la génération B, et donc un peu permettre ce passage où la gouvernance doit être réfléchie. Il n'y a pas ce rapt de l'enfant, puisque on a racheté le groupe, donc ça permet de dire les parents ont eu leur argent, nous on a la société, donc il n'y a plus de oui mais tu sais peut-être, non. On devra conseiller s'il y a besoin de conseil, mais maintenant c'est à nous de gérer. Donc il y avait cette importance-là aussi pour être sûr que la gouvernance soit très claire. Et pour la fondation, également, on a réfléchi à retravailler nos missions. Donc on est accompagné dans l'entreprise et dans la fondation pour réfléchir, parce que depuis 2015 jusqu'en 2021, le CA c'était les membres fondateurs, ça ressemblait pas à un CA, ça ressemblait à rien du tout. Donc 2021, la réflexion était de faire, ok, prenons de vraies personnes dans la famille motivées qui vont représenter. Donc on a été accompagné pour créer une charte familiale et tout accompagnement. Et en même temps, depuis maintenant 2 ans, on est accompagné par des membres externes, parce que pour nous, l'important, c'était pas simplement de réfléchir, parce qu'on se connaît, on se voit toutes les semaines, mais de savoir puiser dans la richesse et l'expertise de personnes compétentes et qui connaissent le milieu pour nourrir, que ce soit l'entreprise, mais également la fondation.
Est-ce que vous pouvez juste concrètement nous expliquer aussi comment est-ce que vous prenez vos décisions en famille, dans le cadre de la fondation, et à la limite, à quel point c'est différent par rapport à ce qu'il y a dans le business? Alors, la dernière grande décision qui a été prise de manière collégiale, c'est en 2021 qu'on a retravaillé l'émission. Donc, en 2015, c'était que du logement. Puis, il y avait un manque de sens. On trouvait que ce n'était pas suffisant. Donc, en 2021, on a rajouté éducation et alimentation. Et c'était la dernière fois où, de manière collégiale, on a décidé, OK, on a choisi un public, l'enfance et les familles, l'émission. Et après, on a nommé un CA. C'est des membres familiaux. Et ils ont été cooptés, donc on a dit, voilà, on vous délègue la responsabilité, mais j'ai pas mon frère qui vient me dire, tu devrais faire ça. Non, il se mêle pas de ça, mais il est très ravi de tous les ans qu'on présente. Donc on est un peu délégué, puisque voilà, dans le business, je suis pas du tout impliqué. Je suis dans les bureaux pour un lien avec le groupe, mais je ne vais pas dire aux collaborateurs, c'est pas mon travail. Donc voilà, c'est un peu, chacun a compris son rôle, même si je suis actionnaire, c'est pas mon rôle de by day d'aller dire quoi que ce soit. Donc voilà, niveau gouvernance, on a vraiment essayé en sorte de montrer où était sa place, et on essaie de tout communiquer. Séparer et faire confiance. Exactement. Alors, vous avez une réaction? Oui, parce que ces questions de gouvernance, elles se posent aussi pour les familles qui ne sont pas dans le cadre d'une entreprise. Et donc, moi, j'accompagne pas mal de familles sur lesquelles le rôle de la gouvernance reste clé, est clé quoi qu'il arrive. Et Kevin mentionnait l'importance de la personne tierce externe. Et ça, je pense qu'en dehors d'être une bonne pratique, en fait, c'est quasiment essentiel. Alors, c'est compliqué de trouver une personne tierce qui est, ou des personnes tierces, mais qui sont au service de la philanthropie d'autrui. Ça nécessite une bonne dose d'humilité quand même. Mais cette triangulation, elle apporte, ne serait-ce qu'une solennité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une réunion de famille, on est dans une réunion de travail au service de la philanthropie, de cet outil philanthropique. Et puis cette personne, elle peut avoir des avis tranchés, c'est pour ça que vous l'avez en fait. Donc elle peut avoir des avis tranchés qui vont obliger à répondre, obliger à réfléchir. Elle est là pour garantir la neutralité de la réflexion, garder l'intérêt général en tête, etc. Et donc cette gouvernance qui est structurée et qui inclut des personnes tierces, elle est vraiment dimensionnante, importante de la pérennité aussi de cette philanthropie, avec ce rôle un peu entre le médiateur et l'arbitre, quoi. Étienne, on n'avait pas préparé la question, mais je me souviens qu'on avait parlé pendant le call de préparation. En fait, on vit une philanthropie qui se professionnalise, et donc on a fait une gouvernance aussi qui se professionnalise. Tu veux réagir par rapport à ça? Bon, moi je pense que la tendance est inéluctable aujourd'hui, que ce soit vrai pour les fondations ou pour des structures juridiques, où il y a une forme de professionnalisation. Et je crois que dans le cas des familles, qui est une entreprise ou pas, là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'il y a aussi une dimension que je qualifierais peut-être de réputationnelle, c'est-à-dire qu'on le fait pour soi-même et pour aider l'autre, mais malgré tout, dans la société, on est aussi observé. Et donc, dans la mesure où on est dans l'intérêt général et que les montants qui ont été mis à disposition le sont de manière irrévocable, de nouveau, la Fondation, si vous voulez, elle vous appartient au sens symbolique du terme, mais elle ne vous appartient plus au sens juridique du terme. Et donc, vous avez une exigence d'engager des fonds qui est importante, parce qu'au fond, vous êtes supervisé, vous avez une responsabilité, et puis à l'aune de montants importants, on ne peut pas apprendre la philanthropie aux dépens des gens qu'on soutient. Il faut « Ah bon, on s'est planté, finalement, c'est pas si grave ». Non, c'est une vraie responsabilité. L'argent est un outil de pouvoir qui peut réaliser des choses magnifiques, mais qui peut aussi se faire aux dépens des gens qu'on aide. Donc je crois que pour des dimensions réputationnelles extérieures, mais aussi pour des questions d'exigence familiale, parce qu'on donne un patrimoine qui était gagné avec une certaine exigence et un certain nombre de sacrifices, de vie où au fond on s'est beaucoup engagé pour créer de la valeur sociétale à travers l'entreprise, je crois que la professionnalisation est inéluctable au sens de principe assez simple, et je pense que ton analogie avec la médiation ou l'accompagnement de la personne est très importante, mais une forme de professionnalisation, et je crois que pour les familles c'est très important, on l'a évoqué aussi, c'est une forme d'explicitation. Moi je crois que beaucoup de familles fonctionnent, si j'ose dire, plus ou moins bien, communiquent plus ou moins bien, et ont parfois des fractures familiales, individuelles, qui font qu'on n'arrive plus à avancer ensemble. Moi, je crois que c'est les trois enjeux auxquels les familles font face. Et quand je discute avec des familles, je vois bien que la philanthropie est aussi une appétence pour les familles, parce que c'est une manière d'apprendre à être et faire, pas seulement être ensemble, pas seulement avoir ensemble, mais faire ensemble. Et cette dimension-là est importante, mais alors il faut rendre les choses explicites. Ça ne peut pas être les rôles qu'on a toujours eu l'habitude. Je vais vous donner un exemple un peu anecdotique pour conclure là-dessus, sur ce point, qui pour moi était un peu ce qu'on appelle, je crois que c'est en allemand, un aha moment. C'est le moment où vous dites « ah bon ».
On a entraîné un groupe de jeunes pour écouter un grand philanthrope. C'était des représentants de la famille Rockefeller de la 5e génération. Et moi, j'étais sûr qu'on allait tout apprendre sur la gouvernance, la succession. J'étais presque plus excité que les participants en me disant, mais alors voilà, maintenant on va savoir comment est-ce qu'on fait après 5 ou 6 générations, 200 membres pour que ça marche. Et en fait, de manière très intéressante, ils nous ont rappelé 2 choses qui, de nouveau, revenaient avec mon introduction. La philanthropie et la fondation, ou le fonds de dotation, ne fait pas partie de l'OIRI familiale, elle ne vous appartient plus. Donc vous ne pouvez pas transmettre un véhicule au sens où elle vous appartient. C'est le stewardship qui est votre responsabilité. Ça, c'est la première leçon. Puis la deuxième, c'est qu'en fait, il nous disait, au fond, chaque génération réinvente aussi un peu sa philanthropie, et il faut plutôt développer une culture du caring, de la bienveillance ou d'autres valeurs dans lesquelles la philanthropie peut être une de ces expressions, mais faire attention que la fondation ne vienne pas l'outil prestigieux auquel on peut s'écharper, parce qu'il ne vous appartient plus. Vous l'avez donné à l'intérêt général, vous avez une responsabilité d'amener des résultats. Et ça, je crois que c'est important, si j'ose. La fondation, ça ne peut pas être votre thérapie familiale. La fondation peut vous aider à mieux communiquer, peut vous aider à mieux fonctionner ensemble, mais s'il y a des blessures trop profondes, c'est un cheminement qui est différent. Il ne faut pas faire de fausses promesses autour de la philanthropie familiale. Je crois que c'est important de le dire parce que parfois c'est l'attente qui est implicite. Merci Étienne. Et je crois que quand on parle de professionnalisation, on évoquait la confiance tout à l'heure. Il y a aussi, je crois, le sujet qui est qu'il y a aussi la compétence. Et parfois, on veut confondre la confiance et la compétence. Je me souviens qu'on en avait parlé aussi, qui est très fort. Linde, mijn volgende vraag is voor u. Nog eens over governance en family dynamics. De beslissingen over welke projecten ondersteunen worden collectief binnen de family genomen. Vanuit uw eigen ervaring, wat zijn de beste manieren om deze gesprekken constructief te houden wanneer familieleden verschillende visies hebben? Ja. Ik wil ook al een beetje kaderen. Ik heb al zelf heel geboeid zitten luisteren, want wij zijn dus inderdaad een zeker jonge family office. Om het een beetje te schetsen, de family office zelf bestaat in 3 jaar, als ik mij niet vergis. Maar de organisaties die wij steunen wij vanuit de familie eigenlijk al in 6, 7 jaar. Omdat wij altijd zoeken naar structurele studies, lange termijn. En dat zorgt ervoor dat wij eigenlijk al vanuit de familie die betrokkenheid hadden naar de organisaties die wij steunen. En die zijn dan eigenlijk in onze family office opgenomen. Dus wij zitten nog niet met een stichting. Dat is iets waar wij over nadenken, waar wij over informatie aan het verzamelen zijn. Maar dat is een beslissing die wij nog aan het nemen zijn. Maar die betrokkenheid die wij al hadden vanuit de familie, en ook, wij zijn maar met 6 momenteel, mijn ouders, en dan zijn er 4 kinderen. Dat zorgt er sowieso al voor, als je daar al zo lang mee bezig bent met dat steunen, dat die organisaties je nauw aan het hart liggen. En dan zijn die beslissingen daarover te maken ook veel simpeler. Dus dat is een beetje het geluk dat wij hebben, denk ik, momenteel binnen onze family office. Dat wij daar ook heel veel over praten. Wij zien elkaar ook heel veel. En omdat wij ook vanuit die family business komen, binnen een familiebedrijf komt je sowieso al met heel veel conversaties waaruit dat je veel leert en die ook wel een zekere constructie vormen voor verdere discussies. Dus doordat je met die ervaringen allemaal al zit, maakt dat binnen de filantropietak ook wel een zekere eensgezindheid heeft. Mm-hmm. Wij maken momenteel inderdaad de beslissingen over de filantropie met z'n allen, waarvan dat ik zelf merk dat het heel gemakkelijk is dat wij daar op voorhand een soort kader voor hebben bepaald. Dus wij hebben zelf voor ons vooropgesteld rond welke focus dat wij werken, welke impact willen wij creëren. Wij willen bijvoorbeeld altijd lokaal werken. Dat is voor ons zelf een heel belangrijke. Wij gaan altijd op zoek naar organisaties die structureel lange termijn denken, zodat wij ook zelf weten, wij kunnen nu structureel steunen en zo gaat die impact gebeuren. En dat gaat er gebeuren met de financiering, omdat het ook voor de familie dat heel aangenaam maakt om te weten, zij denken ook op lange termijn. Dat is iets die zijn verankerd in de gemeenschap. Dus door eigenlijk al een beetje binnen dat kader te werken, maakt het de keuzes al iets gemakkelijker. Yeah. En daarnaast hebben wij als familie ook besloten dat wij ons vooral willen focussen op jongeren, op kansarme jongeren en op cultuur en ondernemerschap. Wij zijn een familie afkomstig uit Gent. Dat is echt een hele grote jongerenstad. Dus de jongeren is daar echt enorm aanwezig. Dus dat was voor ons eigenlijk bijna uit nature dat wij dan binnen dat kader gingen blijven. En doordat wij daar met heel de familie eigenlijk enorm achter staan, zorgt dat ervoor dat die beslissingen
op een heel rustige manier eigenlijk en zeer met heel veel eensgezindheid kunnen gebeuren. Maar ik denk wel dat we daar een beetje gelukkig in zijn dat dat zo gaat of zo. Want inderdaad, de voorbeelden die hier gegeven zijn, ik zit nog niet met neven en nichten. De jongste neven en nichten bij ons zijn er 6, denk ik. Dus dat is zo'n verschil dat dat ook een pad is dat nog lang niet aan de orde is, om het zo te zeggen, maar dat er wel voor zorgt dat wij daar enorm op kunnen voorbereiden. En die dingen kunnen aanpakken en daar echt een soort, hoe zeg je dat, een soort platform naartoe kunnen zetten, dat iedereen mee betrokken is en dat heel de familie daarbij bijdraagt. Ja. Dus wat ik hoor is, het kader is super duidelijk ook. Ja, ook op voorhand mooi afgesproken. Ja. We hebben een familiecharter, die hebben wij ook met 6 opgesteld. Dat was een lang traject. Daar zijn wij ook al 3-4 jaar aan bezig. En daar is ook op voorhand voor afgesproken, dat is een levend document. Ook om ervoor te zorgen, als daar een nieuwe generatie bij komt. Elke generatie denkt anders over de problemen in de wereld. En om dan een vast document te hebben waar iedereen maar achter moet staan, dat beseffen wij zelf ook, dat gaat niet. Dus dat loopt wel goed. Hartelijk dank. When the conversation starts to be a bit more complex, I would like to share if you have any practical tools, habits, or how do you navigate these moments while keeping also the long-term vision? Je ne sais pas s'il y a une manière générale de le faire, parce que les familles sont quand même assez diverses et diversifiées, mais peut-être une notion que je trouve toujours intéressante à rappeler quand on a des discussions qui sont parfois difficiles ou parfois conflictuelles, c'est peut-être de simplement donner un peu de nuance, dans le sens où le conflit n'est pas toujours négatif. Du conflit peut sortir énormément de choses très constructives. Et moi, la chose qui me freine le plus dans les mises en œuvre d'initiatives de philanthropie, c'est pas le conflit, c'est l'indifférence. Et en fait, quand on arrive avec des gens indifférents, c'est extrêmement compliqué de mettre des choses en place. Que ce soit en philanthropie ou en gouvernance, Étienne, je pense qu'on est d'accord. Et donc, pour les personnes aujourd'hui qui sont là, qui sont dans ce processus de philanthropie, d'engagement, je pense à Kevin et Linde, dat is zelf, je spreekt over voorbereiding. Ik denk dat het heel belangrijk is ook om die andere generatie meebrengen in die voorbereiding. Donc vraiment dans l'idée de dire il faut quand même garder un certain engagement. Et je pense qu'on peut même revenir à ce que disait Denis Mukwege ce matin. La philanthropie, enfin la charité, ça va au-delà de la philanthropie. En fait, depuis le début, on parle de philanthropie plutôt monétaire en fait. Mais moi, je travaille avec des entreprises familiales où il y a plein de sortes de philanthropie. On envoie les jeunes travailler faire des stages d'initiation dans les fondations dans lesquelles les entreprises donnent de l'argent. On soutient des jeunes entrepreneurs qui viennent donner des projets en disant on ne vous donne pas juste de l'argent, mais on met un entrepreneur familial avec vous qui vous suit dans la façon dont vous avez envie d'être plus flexible ou plus intéressé de façon un peu entrepreneuriale. On prend des risques. On fait des visites familiales, on va à l'étranger. Je prends un exemple, et après j'arrête, mais un exemple qui est très connu, qui est une des plus grosses multinationales aujourd'hui en Belgique et dans le monde, c'est Puratos, on en a parlé dans l'exemple. Puratos, c'est une entreprise très large, où ils font principalement des produits de boulangerie, de la levure, etc. La façon dont ils ont créé une initiative philanthropique, ça n'a pas été simplement de donner de l'argent dans les pays dans lesquels ils sont présents, mais ça a été de créer des écoles de boulangerie en Inde d'abord, et puis aujourd'hui ils en ouvrent une au Canada, donc au début dans des pays plutôt en voie de développement, et finalement dans les pays qui en ont besoin. Pourquoi ? Pour créer en fait de l'emploi pour des jeunes qui n'ont pas la possibilité de sortir de leurs conditions sociales. Je trouve que c'est une façon très intéressante de faire de la philanthropie et sans être totalement naïf, ça s'inscrit aussi dans une stratégie d'entreprise. C'est un rayonnement, c'est relationnel, réputationnel, mais ça crée aussi la possibilité pour certains jeunes de sortir de leurs conditions. Et il y a des très beaux témoignages de jeunes femmes en Inde qui sont des premières cohortes de cette entreprise qui disent ça nous a permis en fait de ne pas accepter le mariage pour tous, le mariage obligatoire, pardon, pour tous. Pas du tout en fait. Exactement, excusez-moi. Mais c'est bien, vous êtes toujours là, donc exactement, on tient le coup. C'est un bon test. Et cette jeune femme, ça lui a permis en fait de payer l'éducation pour ses petites sœurs, en fait, parce que après ça, elle a eu un emploi directement, parce que Puratos organise les emplois. Et donc, je pense que ça, c'est des très beaux exemples de philanthropie aussi, qui permettent l'engagement des actionnaires, des personnes, des travailleurs aussi. Et je trouve qu'il y a une très belle initiative française qu'on n'a pas. Et donc, s'il y a des politiques ou des gens qui auront un pouvoir institutionnel ici, je pense que c'est intéressant, c'est d'offrir la philanthropie de compétences. Et c'est de dire, on offre à nos employés
3-4 jours par an pour aller travailler dans les initiatives qu'on soutient. Voilà, je trouve que c'est un bel exemple sur lequel on pourrait travailler. Merci beaucoup. Et ça fait écho aussi à la question, quand on donne l'exemple de Puratos, c'est donc en effet une fondation d'entreprise, entreprise familiale. Et après, parfois, il y a des familles qui disent, en fait, on a une fondation d'entreprise, peut-être familiale, mais on a aussi notre propre philanthropie familiale qu'on veut séparer aussi. Donc, mais c'est intéressant parce que ça montre aussi la galaxie de types de structures qui peuvent être mises en place et qui chacune nourrissent des objectifs différents dans les démarches familiales. Any other reactions of practical tools when discussion starts to be more complex? Moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je crois que le conflit, il peut apparaître dans 3 situations. Un, c'est quand on ne fonctionne pas bien, on est frustré, ça ne marche pas. Quand on ne communique pas bien, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas dans le board, pourquoi on n'a pas l'info qui remonte. Ou bien quand il y a des relations bilatérales qui sont insurmontables parce que c'est des blessures. Et là, je crois que ça, c'est à chacun de cheminer. Donc pour revenir, quand on communique ou quand on ne fonctionne pas bien, je pense que des fois les conseils de fondation doivent pouvoir faire une pause, se reposer la question quand il y a des jeunes qui rentrent, est-ce qu'en fait ce qu'on fait, c'est ce qu'on voulait toujours faire, que les jeunes qu'on onboard, ce ne soit pas un prétexte pour dire qu'ils sont là, mais qu'on leur laisse une vraie place. Je crois que c'est le sujet qu'on va aborder ensuite. L'autre sujet que je trouve, je crois aussi qu'il faut rendre les décisions très explicites. Tu parlais de professionnalisation. Les procès-verbaux, c'est pas bon. Alors tout le monde est d'accord. On prend des décisions ensemble, on les note. Ça paraît un petit peu lourd, mais dans la philanthropie, c'est nécessaire. La bonne gouvernance, c'est pour ça qu'il y a des professionnels comme Laure qui accompagnent ces processus. C'est important de documenter les décisions. L'anecdote que je veux citer, je crois qu'un des moments clés, c'est celui de la décision. Comment est-ce qu'on décide ? Je trouve toujours génial quand je pense à une fratrie de 3 où celui qui est le CEO de la boîte dit « Bon, moi, je veux bien le système de la majorité si je suis toujours dans les 2 qui votent en faveur. » Bon, ben, c'est ça le sujet, quoi. C'est que la majorité, c'est pas toujours. Et moi, je trouve qu'une formule qui marche assez bien, c'est celle non pas de l'unanimité versus la majorité, mais le consensus. Et quand dans le consensus, on arrive à dire « je peux vivre avec ». Ça n'est pas ce que je veux faire, c'est peut-être pas mon sujet de prédilection, mais je peux vivre avec. Et je trouve que ce chemin de faire ensemble, dont on parlait tout à l'heure, où on arrive à incarner dans les modes de décision aussi, c'est quelque chose qui permet de surmonter le conflit parce qu'on force pas l'unanimité, puis on peut dire ok, tu peux faire avec, je m'en souviens, peut-être demain aussi, c'est à moi de faire avec. Et donc, les pouvoirs se rééquilibrent et donc les places se donnent. Et ça, c'est un sujet qu'il faut expérimenter, habiter, mais qu'il faut vraiment thématiser. Absolument. Merci, Étienne. This brings us to the 4th chapter, indeed, Next Generation and having a look in the future of family philanthropy. It's no coincidence that we have also next gens or no gens around the table. Usually in the family business, we talk about next gens are the generations that are really moving and representing the youngest generation active in the family. Many families are also asking themselves about the engagement of the next gen and the role they can play. Making sure that you have also the right voices and not like just we give you little projects with which you can play while the big ones take care of the business. But it brings also the question of the legitimacy of the next generation, bringing you to the forefront, sometimes also as communicators of the family among other people. And so I would like now to deep a little bit more about the role of the next gen. And my first question is to Laure. Vous accompagnez en effet donc plusieurs familles. Et quel est l'obstacle principal dans l'implication des jeunes une fois qu'on commence à parler de fondation? Qu'est-ce qui bloque pour que les jeunes s'impliquent plus dessus? Alors déjà, je pense que c'est un peu on en a parlé, mais c'est que la philanthropie, ça peut pas être une injonction. C'est encore moins dans une dynamique de famille et probablement encore moins dans une dynamique d'entreprise familiale où déjà le rôle de chacun, le positionnement, les relations, on rentre déjà dans des complexités assez profondes. Donc la philanthropie, quoi qu'il arrive, c'est j'ai envie de dire le supplément d'âme de la dynamique familiale. Donc voilà, vraiment, ça peut pas être une injonction. Et puis il y a la réalité du fait que elle arrive à des moments de vie de chacun. Chacun est sur son parcours de vie, qu'il soit professionnel ou perso. Il y a des enfants qui ont des projets très éloignés du reste de la famille. Et donc, il faut permettre une certaine dynamique, en fait, quelque chose qui permet des rôles qui vont évoluer. Vous parliez tout à l'heure d'évoluer la charte, tout simplement de faire évoluer l'implication possible des enfants, ou des générations. Que ça soit dans cette espèce de première ébauche qui n'est pas vraiment complètement structurée. Est-ce que c'est dans la prise de décision, dans commencer à devenir moteur sur des sujets et dans ce cas, c'est particulier, c'est un exemple un peu épisodique, mais
moi, j'accompagne une famille qui a créé des sous-poches dans son fonds philanthropique, c'est-à-dire qu'il y a l'objet général du fonds, de la famille, la dynamique de famille, et puis il y a des espèces de, oui, on appelle ça des poches, qui sont des espèces de dédiées à des enfants, en fait, qui leur permet d'entrer par la philanthropie individuelle. C'est-à-dire qu'on est évidemment sous la gouvernance générale, mais qui permet d'impliquer un peu à son rythme et de se prendre vraiment, de commit to it, à travers un projet qui leur est peut-être particulier, et ensuite d'arriver à la philanthropie familiale par ce biais-là. Et donc voilà, quelque part, c'est d'arriver à adapter avec le chemin de vie de chacun. Et alors, je fais une petite digression, mais dans les chemins de vie divers et variés, on avait réfléchi à la question de est-ce qu'on a déjà vu ou est-ce qu'on accompagne des sorties de la dynamique familiale. Alors, non, ça ne m'est pas encore arrivé, mais ça me semble pas du tout inimaginable. Alors, on l'espère pas dans des cas de dissidence, hein, même si c'est possible. Mais j'y ai repensé après coup en me disant, on peut aussi imaginer la philanthropie de famille comme étant également l'incubateur d'une philanthropie individuelle ou d'une autre famille, d'une famille étendue. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer que l'un des enfants, l'une des nouvelles générations est appris dans la dynamique familiale, puis parce qu'il a des moyens différents, une famille étendue, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait des plus one, ou parce que l'objet est complètement différent. On peut imaginer une philanthropie qui quelque part s'étoffe, se sépare, mais vont dans une autre, donc pas forcément dans une dynamique négative. En tout cas, c'est une autre manière peut-être de voir les futures générations. Merci Laure. Étienne, quand on voit des jeunes générations rejoindre les fondations, ils peuvent aussi apporter de nouvelles perspectives. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que tu as des exemples où tu dis, mais tiens, là, typiquement, c'est des choses où on se dit, on a ouvert la fondation, on a ouvert les perspectives de la fondation grâce à ces jeunes. Ouais, je vais prendre un exemple au Luxembourg que j'ai le droit de mentionner, et comme je pense qu'il y a des luxembourgeois dans la salle, c'est une fondation que vous connaîtrez peut-être. C'est la fondation Juniclair, qui est une fondation d'un groupe familial. Et ce qui est intéressant, c'est que la fondation, maintenant c'est la deuxième génération qui est responsable des affaires. Ils ont décidé d'ouvrir pour une première tranche de jeunes un projet qu'ils ont appelé, la fondation s'appelle Juniclair, ils ont appelé ce groupe Junikids, dans l'idée de leur donner pendant 18 mois, ce que tu évoquais, une poche dans laquelle, à l'aune des règles donc, de la gouvernance, ils vont pouvoir opérer, mais par contre, ils vont pouvoir choisir les thèmes et les régions qu'ils veulent soutenir. Dans l'idée, au fond, qu'ils puissent s'approprier sur un temps limité et qu'au fond, le conseil de fondation, tout en imposant un certain formalisme, un cadre clair, laisse une immense liberté avec probablement l'abstention, ça n'a pas été explicitement dit, mais je le formule maintenant ainsi, une forme d'absence de veto, c'est-à-dire si on vous donne une liberté, vous devez l'avoir, parce qu'au fond, on ne peut pas donner puis reprendre. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important. C'est un projet qui a été porté pendant 18 mois, et quand ils ont choisi des sujets qui étaient dans l'orientation des thèmes, ils ont par contre choisi des projets en Serbie sur le transit des réfugiés. Et au fond, ça a beaucoup surpris les parents, les grands-parents et le conseil de fondation. Je dis ça parce qu'en fait, la clé du succès, me semble-t-il, pour amener la jeune génération, surtout s'ils sont plus jeunes que l'âge qu'on a la chance d'expérimenter avec vous, parce qu'on veut les onboarder dans quelque chose, il faut avoir l'humilité de leur laisser de la place. Je crois que si c'est une autre manière de contrôler les jeunes ou de leur inculquer ce qui vous semble est juste, alors vous passez à côté de l'essentiel. Parce que le jeune, il a à cet âge-là la tension entre faire partie du groupe et ce que d'aucuns appellent les trahisons légitimes pour partir vers qui il va devenir lui-même. Donc si vous lui imposez toutes les règles du jeu, c'est pas du tout attractif. Et je finirai cette expérience par deux réflexions. Je suis toujours surpris, comme dans le monde des startups, à 25 ans, vous êtes vieux, et puis vous êtes vieux, et dans le monde de la philanthropie, à 25 ans, vous êtes vraiment trop jeune. Donc il y a une question du regard qu'on porte, en fait. Voilà, c'est quand même très paradoxal. Et puis, la deuxième, c'est que je pense qu'il faut reconnaître que un bon conseil de fondation, c'est peut-être pas toujours les réponses qu'on donne que les questions qu'on pose. Et les jeunes n'appellent pas toujours une expertise, mais souvent une perspective. C'est quand même très paradoxal de travailler sur l'environnement, le changement climatique avec une moyenne d'âge de gens qui ont 65 ans. La réalité, c'est que ceux qui en ont 25 se sentent complètement plus... De nouveau, je ne suis pas ingénu, je pense que l'expérience est importante, mais plus que la moyenne d'âge, c'est la différence de génération. Et si on ne donne pas une forme de pouvoir effectif et une forme de confiance, je pense que ça n'est pas séduisant et ensuite on se retrouve seul. Donc je crois qu'il faut vraiment oser. Et je le dis parce que depuis 20 ans, j'ai l'impression qu'on a souvent essayé de concilier cette idée d'intergénérationnel. Le problème, c'est que ceux qui sont âgés dans la fondation, ils ont beaucoup de temps. Voilà.
Et donc, c'est pas le moment où ils veulent lâcher le plus cette dimension. Donc, il faut quand même créer un contrat dans lequel, en fait, ces jeunes peuvent s'exprimer, on leur fait confiance et ils nous apprennent quelque chose. Voilà. Et ils ont quelque chose à nous apprendre. Et puis c'est très amusant de s'occuper de la fondation, donc on n'a peut-être pas envie de le lâcher non plus complètement, quoi. Je partageais hier un exemple dans un autre contexte, mais c'est une famille aussi qu'on a accompagnée, en parlant de l'âge. Il y a quelques années, il y a une maman qui m'appelle pour dire « Tiens, j'aimerais bien créer une fondation ». Et puis je vais la voir, je dis mais pourquoi est-ce que vous voulez créer votre fondation? Parce que j'ai envie de faire quelque chose avec mes enfants. Mes enfants, ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il faut absolument les aider à s'éveiller sur d'autres réalités. Et puis je dis quel âge ont vos enfants? Ils ont entre 10 et 25 ans. Ah ouais, c'est quand même plus jeune. Et donc voilà, j'ai enlevé ma cravate, j'ai mis mon blue jeans et j'ai été voir chacun des enfants individuellement. Et c'est la petite fille de 10 ans qui a influencé la thématique de la fondation. C'est une fondation qui est active sur l'enfance précarisée à Bruxelles. On devrait d'ailleurs faire un jour une rencontre. Elle n'a aucune idée des budgets, évidemment. Elle s'occupe de l'album photo, mais ils font plein de trucs. Ils organisent des fêtes avec tous les enfants bénéficiaires. Ils font des pièces de théâtre avec eux. Ils sont aussi dans l'action, pas que dans l'argent. Et donc, on peut commencer très tôt. Et pour moi, un des plus grands philanthropes suisses avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, il m'a dit « Je fais la philanthropie aujourd'hui du haut de ses 55-60 ans, mais je suis rentré on m'a plongé dans la marmite quand j'avais 8-9 ans. » Donc, en effet, you can start anytime. Une réaction à vif, et puis on laissera la place à l'audience. Pardon. Oui, c'est exactement pour aller dans le même sens. Et puis ça revient à ce que disait Kevin avec la première génération qui n'a pas les mêmes moyens que la suivante et que la troisième, et avec effectivement les petits qui sont effectivement plutôt cette taille-là petits, ont effectivement grandi avec la cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. Et puis les parents et les grands-parents se disant c'est une façon de les connecter à la réalité de leur pays, etc. Et nous, dans une des familles que j'accompagne, en fait, ils en parlent avec les petits. De quoi on parlait, papa, maman, grand-papa, grand-maman, dans les réunions. Dans les réunions. Donc, c'est pas encore les impliquer, mais c'est leur expliquer les sujets de la réunion de famille, si je peux dire. Donc, c'est tout à fait dans la continuité. Merci beaucoup. OK. If that's okay for you, I open the Q&A to the room and the audience, so I see... certainly lots of questions. So one question here and one question in the back. Please, you can start. Je travaille pour CopCity, qui est un centre d'accompagnement de l'entrepreneuriat social et coopératif à Bruxelles. Merci. Et on accompagne surtout les SBL et les coopératives. Et aujourd'hui, vous savez que les moyens publics diminuent. Donc, des fois, on dit allez vers les fondations, allez vers le privé. Et en fait, souvent, c'est une autre manière de prospecter des financements. On sait qu'il y a certaines fondations qui travaillent sur des thématiques spécifiques, mais en fait, je me pose la question, quelles sont en fait les portes d'entrée? En fait, si on se met de la part de ceux des bénéficiaires, en fait, et comment mieux, à votre avis, les aider à toquer à la bonne porte? Et donc, en fait, quelles sont les portes d'entrée pour la philanthropie familiale? So indeed, philanthropy and families, very discrete world, and so very difficult also sometimes for the non-profits to reach. That's the first question. Just we move to the second question so we can bring them together. Oui, je vous en prie. Une question de compréhension. Dans le monde associatif, la professionnalisation de la gouvernance implique généralement que les administrateurs restent bénévoles et qu'il y a recrutement d'employés qui rendent le travail effectivement beaucoup plus proche de celui d'une entreprise commerciale. Qu'est-ce que vous voulez donc dire par professionnalisation de la gouvernance dans une fondation, notamment familiale? Est-ce que ça veut dire que vous allez rétribuer financièrement les administrateurs? Parce que là, vous impliquez évidemment toute une autre réflexion sur qui est-ce qu'on recrute ou qui est-ce qu'on met au travail. Et donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on définisse le mot professionnalisation pour ne pas avoir d'équivoque. Absolutely. Thank you for the question. So, indeed, we have great experts to answer the question. So we start with two questions and then I'll come back to you. So first reactions about, indeed, this hidden world of family foundations. Do you communicate or not? Why? And that's the first question. And then maybe governance, maybe for Raphaël et Étienne. Peut-être pour répondre à la première question, si j'ai bien compris, l'idée c'est comment les fondations peuvent mieux aider les projets qui viennent solliciter. En fait, moi je pense que ce qui nous aide, nous en tant que fondation, c'est de faire partie d'un réseau, qui est le réseau de la Fédération des fondations, de permettre que si le projet ne rentre pas directement en ligne de compte, de pouvoir mieux vous aider à trouver alors un autre donateur.
j'ai pas mal de demandes par an qui ne rentrent absolument pas dans notre mission. C'est pas pour autant que je ne devrais pas leur accorder un peu de mon temps en disant, écoutez, parlez-moi plus. Ah, mais peut-être que telle fondation pourrait mieux vous aider et mieux aiguiller. Donc je pense que notre rôle aussi, c'est pas simplement d'être non, moi je veux des documents publics, c'est pouvoir aussi ouvrir la porte et en tout cas créer des ponts. Donc ça, je pense que c'est un peu aussi un de nos rôles. Absolument. Donc en effet, le réseau belge des fondations, il y a d'ailleurs son directeur qui est là, peut-être même dans la salle. Donc il y a une plateforme en fait qui référence toute une série de fondations qui en sont membres, et donc c'est une manière d'avoir accès quand ils ont des sites internet. Oui, j'allais dire, en tant que fondation abritée, on a beaucoup d'associations qui viennent vers la fondation avec effectivement cette question de est-ce qu'il y a des fonds abrités chez vous qui seraient intéressés par mon sujet. Alors, et on est toujours dans une position qui est un peu entre deux, qui est ça dépend. C'est-à-dire qu'on s'aligne avec la volonté, c'est ce dont je parlais au début, la volonté des fondateurs, d'être ou non, d'avoir une visibilité. En revanche, on écoute toujours. Parce qu'on a toujours une veille sur l'ensemble du milieu associatif, ce qui fait que si inversement une famille dit alors voilà sur tel domaine on a envie de travailler, est-ce que vous pouvez nous conseiller, c'est plutôt dans ce sens-là que ça marchera. Mais c'est vrai que on a tendance à être je dirais pas à protéger les familles, mais enfin à ce que la philanthropie, les élans de soutien et de réflexion philanthropique, cette stratégie-là viennent depuis les familles. Mais on comprend tout à fait, effectivement, on comprend les interrogations et on en entend beaucoup. No, I mean, there's a huge tension in the sector. Huh? So I was talking about the fact that there are 2,000 foundations in Belgium, which means a limited size of budget that can be dedicated every year to non-profits, and you have thousands of non-profits that are looking for money, and so that's a fact, and so the tension is there, and so and at the same time for families, I remember there's a family that was really discreet, and they decided to open a website just to say, well, we just open the doors because it might be interesting to receive some other projects than the one that we receive every day. They receive now 600 projects sending emails per year. And they want to be polite, because it's a polite family. And so they answer to each project, but 90% of the projects just don't fit the strategy. So you have to live this tension and at the same time make sure that you still have something which is manageable. Let's go to the governance question. Non, je crois que la professionnalisation ne veut pas dire rémunération. Je crois que la professionnalisation veut plutôt dire une forme de formalisation parce que, comme c'était évoqué tout à l'heure, quand on est une fondation indépendante et qu'on n'est pas hébergé comme un fonds, ça pourrait être le cas, parce que quand on est dans une fondation comme la Fondation Roi-Baudouin ou d'autres fondations abritantes, cette professionnalisation, c'est une partie de ce qu'on obtient quand on se joint à la fondation. Mais quand on a sa propre fondation, je crois que ce que je voulais dire, et je m'excuse si j'étais mal compris, même si la rémunération est un vrai sujet, en général, on considère plutôt le bénévolat. Mais cette professionnalisation, c'est d'avoir des ordres du jour, c'est de les envoyer 15 jours avant, c'est que si vous prenez des décisions, vous avez des documents qui les étayent. C'est pas toujours comme ça. Parfois, c'est très informel. Ah, j'ai rencontré quelqu'un hier soir, il a un super projet. Donc, ce que j'entends par professionnalisation, ça peut être au dépend de la passion et des coups de cœur, mais c'est une forme d'organisation qui vous rend aussi un acteur prévisible pour des gens comme monsieur, où on n'a pas l'impression que 6 mois après, vous arrêtez de financer, parce que finalement, autre chose, ça serait bien aussi. Évidemment, c'est un peu stéréotypé ce que je dis, mais je crois que par professionnalisation, c'est d'être un acteur prédictible, qui prend des décisions comprises, où chacun peut s'exprimer. Et c'est pas forcément boring, hein, ça peut être aussi très stimulant. Mais je crois que la professionnalisation, c'est plutôt cette rigueur qui est attendue d'administrateurs de fondations d'utilité publique, comme ça l'est dans d'autres institutions. Et ça peut être fait bénévolement, de mon point de vue. Oui, je partage tout à fait ce qui est dit, mais je voudrais peut-être juste donner une petite nuance par rapport à la question de la rémunération, parce qu'elle pose aussi la question de la compétence. C'est vrai que la philanthropie, c'est pas nécessairement là où c'est pas juicy business pour un administrateur, mais ça pose quand même la question de l'administrateur qui s'engage doit avoir une certaine compétence. C'est pas un titre honorifique. Et je pense que là, par contre, il y a vraiment quelque chose à faire, notamment au niveau intergénérationnel. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec une famille récemment sur justement le projet philanthropique, et
on a vraiment mis en place un dialogue intergénérationnel entre une personne extrêmement expérimentée, qui travaille beaucoup avec la Fondation Rabaudouin, qui est une famille très engagée, et qui a vraiment pris sous son aile une membre un peu plus jeune, et qui l'a amenée à construire un projet philanthropique qu'elles ont porté à deux, et qui aujourd'hui est un comité à part, et qui va aussi prendre des membres de la Next Gen. Donc je pense qu'au-delà du côté administrateur ou du côté engagement, il y a aussi le côté compétence, qui est vraiment très important et qu'il ne faut pas négliger. Merci. Linde, een reactie? Wij zitten bijvoorbeeld zelf nu ook in een soort professionaliseringstraject met een van de organisaties die wij steunen. Wij zijn daar juist aan begonnen en dat vanuit het punt dat die organisatie die werkte daarvoor altijd van jaar op jaar, omdat je soms als VZW niet anders kunt. Je hebt de middelen niet om aan de toekomst te denken. Maar daarom is het fijne dat als je daar als filantroop of als familie dan echt lange termijnen gaat structureren, dan kan die organisatie ook zelf zeggen, oké, waar zie ik mezelf binnen 5 jaar? Waar zie ik mezelf binnen 10 jaar? Omdat ze eigenlijk die middelen krijgen om op lange termijn te gaan denken. En dan... In die zin bedoel ik structuralisering van de organisatie, als in bijvoorbeeld inderdaad uw raad van bestuur. Bij ons zijn dat allemaal vrijwilligers, dat wordt ook op voorhand afgesproken, dus op vrijwillige basis. Maar het is wel belangrijk dat al die mensen in die raad van bestuur passen binnen uw competentiematrix. Heb je de juiste profielen om dat bestuur? Kan dat de schouders zijn van uw organisatie of hebben die juist te weinig ervaring om dat te doen? En daar is het wel belangrijk in dat je grote beslissingen neemt, ook naar uw dagelijks bestuur toe. Ja. Wij gaan ons nooit inmengen met het dagelijks bestuur, maar ik vind het wel belangrijk als filantropische familie en ook als raad van bestuur in zo'n organisatie, dat je netwerk kunt aanbieden, dat je daarin je professionalisering kunt aanbieden, dat als dat dagelijks bestuur plots wegvalt, dat dat wel opgevangen wordt en dat die organisatie niet verdwijnt doordat 1 of 2 sleutelfiguren daaruit weg zijn. Tuurlijk, ja. En daarin is die structuralisering en die professionalisering wel superbelangrijk, zeker voor een VZW. Ja. Bedankt, Linde. Encore une question, on arrive tout doucement à la fin du timing, mais il y a une question ici et on va juste les prendre et puis on aura des réponses laser. Je commence avec vous deux ici devant. Merci beaucoup, bonjour. Je m'appelle Servane, je suis Chief Impact Officer d'un fonds d'investissement impact qui s'appelle Ring Capital et délégué général de notre fonds de dotation Ring Foundation. J'ai peut-être une anecdote à vous partager. On a soutenu une ASBL belge, même si on est français, qui s'appelle The Bridge. Et en fait, ils nous ont expliqué, c'est 4 filles qui font de l'activisme climatique et du plaidoyer, notamment au niveau européen sur les sujets climatiques. Et elles nous ont partagé le fait que beaucoup de familles étaient venues les voir justement parce que les enfants, donc qui sont ados, 15-20 ans, les ont poussés à évoluer sur ces sujets-là dans leur gouvernance. Donc c'est une petite anecdote. Et ma question c'est, nous on a beaucoup de family office qui investissent chez nous vraiment en tant qu'investisseurs, pas en tant que philanthropes. Et un de mes enjeux c'est d'arriver à leur dire aussi, à les pousser aussi vers la philanthropie et de faire tout le chemin de l'impact vers ça. Est-ce que vous auriez des conseils sur la bonne façon d'aborder ça et de faire venir des investisseurs en impact vers de la philanthropie? Merci. Thank you. Another question, please. Everybody very short. So it's kind of related. I'm also in a venture capital investing in mental health. I had a question on the impact. How do you actually measure, and do you actually measure the impact that your initiatives have in the vision and in the mission that you had put as the foundation goal? Is it something that you actually have as a framework as well in terms of impact management and measurement? Thank you. Huge question indeed. And there was the last one. No, it's okay. So yeah, laser answers if it's possible before concluding. Om snel op de laatste vraag te antwoorden. Ik denk dat daar bestaat zeker een soort kadrering voor om impact te meten. Hoe dat wij dat doen, is eigenlijk al op voorhand door onze focus zo lokaal mogelijk te zetten. Dus wij blijven liefst van al binnen Gent en als dat mogelijk binnen België, waardoor dat je zo dicht staat bij je organisatie dat je de impact zelf ook ziet. Dat zijn organisaties waarop dat wij bij alle evenementen aanwezig zijn. Wij draaien mee, wij begeleiden het bestuur, gelijk al eerder vermeld, waardoor dat je eigenlijk direct echt de impact voelt van wat dat de organisatie doet en hoe dat évolueert. Yeah. J'ai peut-être juste un commentaire qui va à la fois sur la professionnalisation et sur l'impact, qui est de se dire qu'en fait la philanthropie de famille, c'est pas une collection des philanthropies individuelles des personnes de la famille.
Et ça fait une vraie différence, à la fois sur l'action et donc sur l'impact, et sur ce dont on parlait, le fait de structurer et professionnaliser. Alors, moi, je vais peut-être juste répondre à la question de l'impact. Alors, nous, on a mis en place avec nos projets une co-création de KPI. Alors, co-créer, donc ça veut dire qu'on ne leur impose rien, mais on réfléchit à un terrain d'entente entre qu'est-ce qui conviendrait au conseil d'administration et à la famille de voir comme objectif atteint, et qu'est-ce qui est réalisable pour eux. Donc voilà, c'est un peu la manière pour nous de mesurer cet impact et de voir vers où ça se dirige, et puis de travailler ensemble sur ça. Si on est sur le mot de la fin, Oui. moi je crois que c'est juste pour une famille d'être au clair what great looks like. En réalité, on a beaucoup parlé cet après-midi du comment, mais je crois qu'il faut se souvenir que les jeunes ou les moins jeunes font de la philanthropie pour le pourquoi. Donc il faut se souvenir pourquoi on fait les choses, et il faut se rappeler qu'est-ce qui fait qu'en fait on a du plaisir, de l'intérêt, et donc on y met du temps, qui est souvent ce qu'on a le moins. Donc je crois que cette notion-là de what great looks like, au fond, si on fait de la philanthropie, et ça répond un peu à vos questions, et la manière de, comme vous l'évoquiez, qui veulent de construire ensemble, je pense que c'est bien de se projeter. Et c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit la philanthropie ou le mécénat ou le don, c'est quelque chose pour faire le bien. Mais je crois que c'est juste de se dire what great looks like. Si dans 5 ans, on regarde en arrière, qu'est-ce qu'on aura atteint ensemble? Comment est-ce qu'on en construit une vision commune? Je crois que ça, c'est très important de s'autoriser cette réflexion. Mm-hmm. Okay, thank you. So just my last words. First of all, I would like to have a tremendous applause for our speakers tonight. As I mentioned in introduction, family philanthropy is a very discrete topic, so it's not so easy to talk about it. And being experts or family members, it's something to come on the stage and talk about hundreds of people. I will be really short to conclude, but just a few hints about what I remember about the discussions. We talk about somehow the why. Why would you engage? And at the beginning of the talk, we had 15% of the people that were doing philanthropy as a family. So I'm wondering who will be talking about philanthropy tonight at the table and say, well, maybe the 10% of our revenues, 5%, 1%, 0.5% of our revenues that we give every year to non-profits. Shall we discuss that? Would it be 50 euros or 10,000? So that's the why. And just see if it brings just already only an interesting topic. I did it with my children. That was just wonderful. Second one, when philanthropy starts to be a little bit bigger, we're starting to talk about professionalizations in terms of governance, looking ahead. And I really enjoyed the last comment of Etienne about what great looks like. You understood that philanthropy can be really a moment of joy and really living your values as a family, and at the same time it asks a few questions because it can be complex. And that's true that sometimes people join the philanthropic sectors it will be easy because it's just charity, and you see that how many questions we had to answer, and obviously 75 minutes was not enough to answer all these questions. So my last word, and if I had something to remember, is that philanthropy, as I see it, and within a family even more, is not about giving back. When we interview families at the beginning of a journey, they say it's our responsibility because we had a good business, because we received something, because I was a successful entrepreneur. It's not about giving back anymore. It's about building forward. Thank you.